Le roman de Renard, 56e aventure. De la dispute de Renard contre Isengrin et comment le combat fut ordonné entre eux. L'histoire dit que quand le roi noble eut longuement rappelé l'origine de toutes les clameurs portées devant sa cour, l'assemblée parut convaincue de la nécessité de faire un grand exemple. Mais Renard avait été à bonne école. Rien ne le troublait. Il avait pris le temps de peser toutes ses réponses. Quand il vit la disposition des esprits, il se leva d'un air grave et demanda la permission de démentir chacune des accusations portées devant la cour. « La demande est juste, » répondit le roi. « On ne condamne pas sans entendre. Parle, nous écouterons tout ce que tu pourras dire pour te justifier. »« Sire, » dit Renard, « avant tout je vous remercie de m'avoir semoncé à comparaître devant la cour. C'était me donner tous les moyens de faire prévaloir la vérité. Les plaintes de Tibère et de la Mésange ont si peu de gravité que, pour ménager votre attention, je ne veux même pas y répondre. Je n'ai pas le moindre souvenir d'avoir jamais vu Copette, je ne puis donc l'avoir blessée ni meurtrie. Tout ce que j'essaie de Chanteclair, c'est que, l'ayant un jour décidé à me suivre, je lui permis de me quitter à l'approche d'une meute qui pouvait lui nuire autant qu'à moi-même. Pourquoi Sir Brun l'ours se joint-il à mes accusateurs, je ne saurais le dire, car je ne lui ai jamais envié une ligne de sa peau. Je ne me souviens pas non plus d'avoir la moindre chose à me reprocher, soit à l'égard de Rognos, soit à l'égard de mon compère, Isengrin. Si la plupart de mes voisins m'accusent, c'est que l'ingratitude et l'envie règnent aujourd'hui dans le monde. Chacun le sait, et je ne puis m'étonner que mes services aient toujours été mal reconnus. On est bien souvent puni d'avoir voulu trop bien faire, et ce n'est pas ordinairement le plus coupable qu'on vient à condamner. Hélas, Dieu ne m'a pas été prodigue de faveur. Telle est ma destinée que mes meilleures actions sont devenues l'occasion de mes plus grandes infortunes. » Ici, Renard parut céder à une vive émotion. Il porta son bras à ses yeux comme pour essuyer une larme, et reprit. « Je le dis donc en toute sincérité. Je n'ai jamais oublié ce que je devais à Damersan, la femme épousée de mon compère. Outrager sa commère aurait été le fait d'un hérétique, et messire Isengrin a toute honte but quand il vient publiquement m'accuser d'une pareille énormité. » Ici, messire Isengrin ne put s'empêcher de l'interrompre. « Vraiment, c'est affaire à toi de nier des méfaits plus clairs que le jour. Ah, je te sais bien chanter la messe des fous. Ce n'est pas toi non plus qui m'avais conseillé d'entrer dans le puits, d'où je ne devais jamais sortir. Tu t'y trouvais, disais-tu, dans le paradis, parmi les bois, les moissons, les eaux et les prairies. Tu vivais au milieu de tout ce qu'il était possible de désirer, perdreaux et gelines, saumons et truites. Je te crus pour mon malheur, j'entrai dans le seau. À mesure que je descendais, tu remontais. Et quand à mi-chemin je voulus savoir ce que tu prétendais, tu me répondis que la coutume était, quand l'un descendait, que l'autre remonta. Que tu sortais de l'enfer où j'allais moi-même entrer. Maintenant, que dirais-je de l'étang dans lequel je laissais la meilleure partie de ma queue? En vérité, répondit Renard, ce n'est pas sérieusement qu'on m'adresse de pareils reproches. Quand nous allions à l'étang, Isengrin avait si grande envie de prendre poisson qu'il ne crut jamais en avoir assez. C'est pour lui que le vilain dit, celui-là perd tout qui tout convoite. Quand il sentit venir les turbots, pourquoi n'a-t-il pas quitté la place, sauf à revenir une ou deux autres fois? Mais sa gloutonnerie parlait plus haut. J'allais l'avertir, il me répondit par un hurlement furieux, et c'est alors que, las d'attendre, je le laissai à la besogne. S'il ne s'en trouva pas bien, à qui la faute? Ce n'est assurément pas moi qui mangeais tous les poissons. « Renard, reprit Isengrin, tu sais fort bien donner le change à ceux que tu trompes, et tu m'as toute ta vie trompé. Un autre jour, ayant un peu trop mangé de jambon et me sentant le gosier sec, tu me fis accroire qu'une clé de cellier était tombée entre tes mains et que tu avais la garde du vin. J'allais dans le cellier, mauvais traître. Tu me régalas les oreilles de mauvaises chansons et j'eus grâce à toi les côtes rouées de coups. »« Pour cela, dit Renard, je m'en souviens, et les choses se sont autrement passées. Tu te laissas prendre à la plus honteuse ivresse. Tu voulus chanter les heures canoniales et tu fis un tel bruit que tous les gens du village accoururent. Je n'avais pas, comme toi, perdu la raison. Quand je les vis approcher, je m'éloignai. Me fera-t-on un crime d'avoir su garder mon bon sens? Si tu te laisses abattre, en suis-je responsable? Qui cherche mal lui vient. On l'a dit pour la première fois il y a longtemps. C'est encore, apparemment, par l'envie de m'être agréable qu'un jour, avec de l'eau bouillante, tu me traçais une couronne qui me mit la tête à nu et m'enleva toute la fourrure des joues. Une autre fois, tu m'offris la moitié d'une anguille que tu avais larronnée, mais pour me faire donner dans un nouveau piège. Je m'enquis où tu l'avais trouvé. J'étais à t'entendre sur une charrette qui en était tellement encombrée que les conducteurs voulaient en jeter une partie pour alléger les chevaux. Ils t'avaient même invité à prendre place auprès d'eux pour en manger plus à ton aise.
À force de m'engager à suivre ton exemple, j'allais me poster sur le chemin des charretiers et en fus payé de tant de coups de bâton que mon dos en est encore meurtri. Mais la plus longue journée d'été ne suffirait pas à compter tous les maux, tous les ennuis dont je te suis redevable. Heureusement, nous voici devant la cour, où la renardie peut être de grand secours. La cour fera comme moi, elle ne comprendra rien à vos accusations. Déjà, ceux qui nous entendent ont peine à revenir de leur surprise, et vous tiennent pour sots d'avoir si mal coloré vos mensonges. Pouvez-vous donc perdre votre âme aussi gratuitement? En voilà trop, reprend Isengrin, la fureur dans les yeux. Je n'attends que le congé du roi pour demander contre le traître la bataille en champ clos. Et moi, dit Renard, je la désire au moins autant que vous. Aussitôt, l'un et l'autre présentèrent leurs gages. Le roi les reçut sans hésiter. Toute la cour reconnaissait que la bataille était inévitable. D'ailleurs, on pensait qu'à moins d'une adresse surnaturelle, Renard ne pourrait soutenir l'effort du terrible Isengrin.